Avez-vous déjà senti votre cœur se briser en entendant des mots cruels de la personne que vous aimez le plus au monde? Ces mêmes mains que vous avez tenues quand elles étaient petites, ces mêmes lèvres que vous avez embrassées pour guérir les blessures, sont maintenant la source de votre plus grande douleur. Si tu veux manger, travaille. Les mots de mon fils Thomas résonnent encore dans mon esprit, tranchant comme le vent glacial de Paris en janvier. Il est difficile de croire que ce garçon aux yeux doux que j'ai bercé pendant tant de nuits se soit transformé en cet homme froid qui m'a claqué la porte au visage. Je m'appelle Jeanne Bettencourt. J'ai 69 ans et, jusqu'à récemment, je croyais connaître mon fils unique. Aujourd'hui, alors que j'observe la pluie fine tomber sur la Seine à travers la fenêtre de mon petit appartement dans le 18e arrondissement de Paris, je réalise combien de choses dans la vie peuvent changer en seulement une semaine. L'horloge de la tour de l'église Saint-Pierre de Montmartre vient de sonner 8 heures du soir. Les lumières de la ville lumière commencent à briller dehors, mais à l'intérieur de mon appartement, seule l'obscurité règne. J'économise l'électricité, une des nombreuses économies que je dois faire maintenant. Mes doigts tremblants et arthritiques tiennent une tasse de thé déjà froid tandis que je revis les événements qui m'ont amené ici. Je n'ai jamais imaginé que ma retraite serait ainsi. J'ai travaillé pendant 45 ans comme infirmière à l'hôpital Saint-Louis. J'ai soigné des milliers de patients, consolé des familles entières, tenu les mains de mourants dans leurs derniers moments. Je pensais qu'à la fin de ma vie, j'aurais sécurité et confort. Peut-être quelques voyages en Provence pour voir les champs de lavande, comme j'en ai toujours rêvé. Mais la vie a ses propres plans. L'économie française n'a pas été généreuse envers les personnes âgées comme moi. Ma petite pension couvre à peine le loyer de ce minuscule appartement, et les médicaments pour mon arthrite et ma tension artérielle consomment presque tout le reste. Pourtant, je m'en sortais. Jusqu'au mois dernier, quand le propriétaire a augmenté le loyer de 30%. C'est alors que j'ai pris la décision qui changerait tout, demander l'aide de mon fils. Thomas a 42 ans et une vie confortable. Cadre dans une grande entreprise technologique, il habite dans une villa à Neuilly-sur-Seine, l'un des quartiers les plus exclusifs de Paris. Il a une voiture allemande rutilante, des vacances sur la Côte d'Azur, et d'après ce que je vois les rares fois où il m'invite à dîner, aucun souci financier. Son mariage avec Sophie, une avocate qui réussit, semblait parfait, du moins, de ce que je savais. Ce lundi-là, j'ai marché presque 1 heure pour économiser l'argent du métro. Quand je suis arrivé à sa maison imposante, mes jambes me faisaient mal et mon cœur était lourd de honte. Je n'ai jamais voulu être un fardeau. J'ai élevé Thomas seul après que son père nous a abandonnés quand il avait à peine 3 ans. J'ai travaillé en double équipe pour payer son éducation dans la meilleure école que j'ai pu trouver. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il ait des opportunités que je n'ai jamais eues. La femme de ménage m'a accueilli avec un regard de pitié mal dissimulé et m'a conduite au salon, où Thomas travaillait sur son ordinateur portable. Il n'a pas levé les yeux quand je suis entré. « Thomas, mon fils », ai-je commencé, en m'asseyant soigneusement sur l'un des fauteuils en cuir italien. « J'ai besoin de te demander quelque chose. » Il m'a finalement regardé, impatient. « Qu'est-ce qu'il y a, maman ? » Je suis occupé. J'ai avalé ma salive, rassemblant mon courage. Le loyer a augmenté, et avec les médicaments, je n'y arrive pas. Je me demandais si tu pourrais m'aider juste pour quelques mois, jusqu'à ce que je trouve une solution. Le silence qui a suivi semblait interminable. Thomas a fermé son ordinateur portable avec un clic sec qui a résonné dans la vaste pièce. « Maman, tu as toujours été comme ça. Tu n'as jamais rien planifié. Tu n'as jamais économisé. Toujours à vivre au jour le jour. » Sa voix était froide, calculatrice. « Je ne peux pas continuer à financer tes mauvaises décisions pour toujours. » Chaque mot était comme un coup de poignard. « Mais fils, je... » « Non, maman. Ça suffit. J'ai ma propre famille à entretenir. Si tu veux manger, travaille. J'ai travaillé dur pour arriver où je suis. Personne ne m'a rien donné. J'étais paralysée. Comment pouvait-il oublier les sacrifices que j'ai faits? Les nuits sans sommeil quand il était malade?
Les anniversaires où j'ai économisé pendant des mois pour lui offrir le cadeau qu'il voulait? Les heures supplémentaires pour payer son université? Sophie et moi sommes en train de divorcer, a-t-il continué, comme si cela expliquait tout. Elle veut la moitié de tout. Je n'ai pas d'argent pour entretenir quelqu'un d'autre. Je me suis levé avec difficulté, les larmes embrouillant ma vision. Je comprends, ai-je murmuré, même sans comprendre. Désolé de t'avoir dérangé. Je suis sorti de cette maison la tête basse, ma fierté blessée et le cœur brisé. La pluie avait commencé à tomber, se mêlant à mes larmes tandis que je marchais lentement pour rentrer chez moi. Cette nuit-là, j'ai pris une décision. Une décision qui changerait nos vies pour toujours. Thomas est apparu à ma porte 3 jours plus tard. Pas pour s'excuser, mais parce qu'il avait besoin de quelques documents anciens pour le divorce. Des documents que je gardais. Quand il a frappé à ma porte, je n'ai pas répondu. Il a frappé à nouveau, plus fort. Après plusieurs minutes, j'ai entendu sa voix irritée. « Maman, je sais que tu es là-dedans. Ouvre la porte. » Mais cette nuit-là, mon fils a trouvé la porte verrouillée. Et pas seulement la porte de mon appartement, mais aussi la porte de mon cœur. Ce qu'il ne savait pas, c'est que, derrière cette porte fermée, j'entamais un voyage qu'aucun de nous ne pouvait prévoir. Un voyage qui nous mènerait à des endroits que nous n'avions jamais imaginés, révélant des secrets enfouis depuis des décennies et rouvrant d'anciennes blessures qui ne s'étaient jamais complètement cicatrisées. Voulez-vous savoir ce qui s'est passé après que j'ai verrouillé ma porte à Thomas? Voulez-vous comprendre pourquoi un fils traiterait sa mère de cette façon, et ce qui allait arriver dans nos vies? Je vous demande une chose, regardez jusqu'à la fin. Ce que je vais partager n'est pas seulement une histoire de douleur, c'est un parcours qui pourrait changer votre façon de voir vos propres relations familiales. Beaucoup abandonnent avant le dernier chapitre, mais je vous le garantis, la fin de cette histoire contient une révélation que peu peuvent prévoir, et une leçon qui peut transformer votre vie, surtout si, comme moi, vous avez plus de 60 ans. Si un jour vous avez eu l'impression qu'une porte s'était fermée dans votre vie, qu'il est trop tard pour recommencer, ou que certaines blessures sont trop profondes pour guérir, alors cette histoire est pour vous. Regardez jusqu'à la dernière minute, cela pourrait bien être la décision la plus importante que vous prendrez aujourd'hui. 3 jours se sont écoulés depuis que j'ai refusé l'entrée à mon fils. Mon téléphone a sonné sans cesse, des appels de Thomas que j'ai ignorés. Des messages vocaux de plus en plus irrités. « Maman, c'est ridicule. J'ai besoin de ces papiers de toute urgence. Tu te comportes comme une enfant. Comme une enfant. » Le mot résonnait dans mon esprit tandis que j'ouvrais le vieux coffre en bois que je gardais au fond de l'armoire. Je ne l'avais pas ouvert depuis des années. La poussière a dansé dans l'air quand j'ai soulevé le couvercle, et l'odeur du temps et des souvenirs a envahi mon petit appartement. À l'intérieur se trouvaient les albums de photos. Toute l'histoire de notre petite famille, documentée sur papier et révélations chimiques, d'une époque avant les smartphones et les clouds numériques. J'ai pris l'album bleu, la première année de vie de Thomas. Mes doigts ont glissé sur la couverture de tissu décoloré. La première photo montrait un bébé nouveau-né dans mes bras à l'hôpital Saint-Louis, où je travaillais. Mon visage épuisé, mais radieux. 27 ans, seul, effrayé, mais déterminé à tout donner pour cette petite vie. Tu sais, Thomas, ai-je murmuré dans l'appartement vide, cette nuit où tu es né, il neigeait à Paris. Le taxi ne pouvait pas atteindre notre rue. J'ai marché 3 pâtés de maison en travail, glissant dans la neige. J'ai tourné la page. Thomas a 6 mois, donnant son premier sourire édenté. Je l'avais photographié avec l'appareil bon marché que j'avais reçu d'une patiente âgée. Sur la page suivante, son premier anniversaire, un gâteau simple que j'avais fait entre les quarts de travail à l'hôpital. J'ai économisé pendant des semaines pour acheter les ingrédients de ce gâteau, ai-je chuchoté. Je voulais qu'il soit parfait. J'ai continué à feuilleter. Thomas a 2 ans, courant au jardin du Luxembourg. À 5 ans, lors de son premier jour d'école, fier dans son uniforme acheté d'occasion, que j'avais passé toute la nuit à ajuster pour qu'il paraisse neuf. Alors que les heures passaient, je me suis plongé dans les souvenirs.
Les larmes tachaient occasionnellement les vieilles pages. Je suis arrivé à l'album vers les années d'adolescence. Thomas dans l'équipe de football de l'école. Je travaillais des heures supplémentaires pour payer les crampons et l'uniforme. Une photo en particulier a attiré mon attention. Thomas a 15 ans, recevant un prix de mathématiques. Son sourire était radieux. En arrière-plan, presque imperceptible, j'étais là, cheveux gris prématurés, cernes profondes après une nuit de garde, mais fier. Si fier. J'ai manqué 3/4 de travail pour être là, me suis-je souvenu. J'ai failli être licencié. Mais chaque seconde en valait la peine quand j'ai vu ton visage lorsqu'ils ont appelé ton nom. Le téléphone a sonné à nouveau, interrompant mon voyage dans le passé. L'écran affichait le nom de Thomas. Cette fois, j'ai répondu. Où étais-tu? Sa voix semblait frustrée. J'ai besoin de ces documents. L'avocat fait pression. Bonjour à toi aussi, mon fils. Ma voix était calme, étonnamment forte. Maman, je n'ai pas le temps pour ces jeux. Je peux venir chercher les papiers? Ce ne sont pas des jeux, Thomas. Et oui, tu peux venir. La porte sera ouverte. J'ai raccroché avant qu'il puisse répondre. Je suis retourné aux albums, arrivant au dernier. L'album rouge, la vie adulte de Thomas. Sa remise de diplôme universitaire. Son premier emploi. Son mariage avec Sophie. Sophie. Une jeune femme adorable quand je l'ai rencontrée. Ambitieuse comme Thomas, mais avec une douceur dans les yeux qui m'a donné de l'espoir. Que s'était-il passé pour qu'ils en arrivent au divorce? La sonnette a retenti exactement à 14 heures. Ponctuel comme toujours, Thomas. J'ai ouvert la porte et il était là, mon fils. Cheveux châtains parfaitement coiffés, costume impeccable, montre suisse au poignet. Le garçon que j'avais bercé était caché quelque part à l'intérieur de cet homme que je reconnaissais à peine. Entre, ai-je dit simplement, le laissant passer. Thomas est entré, regardant autour de lui avec une expression mêlant impatience et quelque chose d'autre. Malaise? Culpabilité? Les papiers sont sur la table, ai-je indiqué. Mais avant de les prendre, j'aimerais que tu t'assoies un moment. Maman, je suis pressée. 5 minutes, Thomas. Après tout, tu me dois 5 minutes. Quelque chose dans mon ton a dû le surprendre. Il a hésité, puis s'est assis au bord du canapé usé. Qu'est-ce que c'est, a-t-il demandé, remarquant les albums éparpillés sur la table basse. Notre vie, ai-je répondu simplement. Ou du moins, la partie que j'ai pu capturer en photo. J'ai pris l'album bleu et l'ai ouvert à la photo de l'hôpital. Tu te souviens de ça? Bien sûr que non, tu étais nouveau-né. Mais cette nuit-là, tu avais été la lumière qui m'a donné la force quand ton père est parti. Thomas a détourné le regard. Maman, j'ai entendu cette histoire 1000 fois. Non, tu en as entendu des parties. Jamais l'histoire complète. Ma voix a légèrement tremblé. Ton père n'est pas simplement parti. Il m'a battu quand il a appris ma grossesse, disant que l'enfant n'était pas de lui. J'ai passé 2 semaines à l'hôpital où je travaillais, cachant les contusions à mes collègues. Quand je suis sorti, j'ai découvert qu'il avait vidé notre compte bancaire. Thomas a cligné des yeux, surpris. C'était la première fois que je révélais ces détails. Je ne voulais pas que tu le saches, ai-je continué. Je ne voulais pas que tu grandisses avec de la colère ou du ressentiment. Je voulais que tu n'aies que de l'amour. J'ai feuilleté jusqu'à une photo de son 3e anniversaire. Tu te souviens de ce gâteau en forme de train? Nous n'avions pas d'argent pour les cadeaux cette année-là. Le chauffage était tombé en panne pendant l'hiver le plus froid depuis des décennies. J'ai dû choisir entre le réparer ou acheter ton cadeau. Le train jaune, a murmuré Thomas, une lueur de reconnaissance dans ses yeux. Je l'adorais. Tu as dormi avec pendant 2 ans, ai-je souri faiblement. Et j'ai dormi avec 3 couvertures cet hiver-là. J'ai continué à montrer des photos, racontant des histoires, certaines qu'il connaissait, beaucoup qu'il ne connaissait pas.
Des histoires de sacrifices silencieux, de choix difficiles, de moments de désespoir cachés pour qu'il puisse avoir une enfance heureuse. « Pourquoi me montres-tu cela maintenant ?» a demandé Thomas, sa voix moins dure. « Parce que quand tu as dit « si tu veux manger, travaille », j'ai réalisé que j'avais échoué sur quelque chose de fondamental dans ton éducation. J'ai fermé le dernier album. J'ai échoué à te montrer que personne n'obtient tout seul. Nous avons tous besoin d'aide à un moment donné. Je me suis levé avec difficulté. Les papiers sont là. Ils sont à toi. Mais je veux que tu saches, la porte que tu as trouvée verrouillée l'autre jour n'était pas seulement celle de mon appartement. C'était la porte de mon cœur, qui a toujours été ouverte pour toi, inconditionnellement. Jusqu'à présent. Thomas est resté silencieux, regardant les albums, moi, le petit appartement avec des meubles usés, mais propres et soignés. J'ai un rendez-vous maintenant, ai-je dit, prenant mon sac usé. Tu peux sortir quand tu auras terminé. La clé est sur la petite table. Un rendez-vous? Quel rendez-vous? A-t-il demandé, semblant sincèrement curieux. J'ai légèrement souri. La vie ne s'arrête pas quand on vieillit, Thomas. J'ai encore mes propres chemins à parcourir. Je l'ai laissé là, assis parmi les souvenirs de notre vie, tandis que je sortais dans la rue. Pour la première fois depuis des décennies, j'ai senti un poids se lever de mes épaules. Le poids d'avoir toujours besoin d'être forte, de ne jamais montrer de faiblesse, de protéger mon fils de vérités douloureuses. Ce que Thomas ne savait pas, c'était où j'allais. Un endroit qui gardait des secrets qui changeraient complètement sa perception de notre famille. Des secrets qui, une fois révélés, feraient paraître la porte verrouillée comme le simple début d'une histoire bien plus grande. Le soleil de l'après-midi illuminait les eaux de la Seine tandis que je marchais lentement sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour qui couvraient autrefois ces grilles avaient été retirés des années auparavant, mais quelques touristes prenaient encore des photos, rêvant du romantisme que Paris a toujours promis. Ironie de la vie, moi, une Parisienne, je n'y avais jamais accroché de cadenas. Le seul engagement durable que j'avais pris était envers mon fils. Mon rendez-vous cet après-midi était, en réalité, un rendez-vous avec moi-même. Une promesse faite il y a longtemps, quand j'avais juré que seulement à un moment crucial je révélerais le secret gardé pendant des décennies. Ce moment était arrivé. J'ai traversé le pont et me suis dirigé vers le Marais, l'un des plus anciens quartiers de Paris. Les rues pavées et les bâtiments des XVIIe et XVIIIe siècles racontaient des histoires d'un Paris que peu de touristes connaissent vraiment. Dans l'une de ces rues étroites, je me suis arrêté devant un petit café à la façade bleue délavée, le Petit Bleu. La clochette de la porte a tinté quand je suis entré. L'arôme du café fraîchement moulu et des croissants tout juste sortis du four m'a enveloppé comme l'étreinte d'un vieil ami. Derrière le comptoir, un homme aux cheveux blancs a levé les yeux. Son visage ridé s'est illuminé d'un sourire de reconnaissance. « Jeanne, a-t-il dit, sa voix grave et chaleureuse. Ça fait longtemps. »« Bernard, ai-je répondu avec un léger sourire. 42 ans, pour être exact. » Il a fait un geste vers une table au fond, loin des fenêtres et des quelques clients de l'après-midi. Nous nous y sommes dirigés en silence, deux personnes âgées portant le poids de décennies d'histoire non partagées. « Je pensais que ce jour n'arriverait jamais, » a dit Bernard, après que nous nous soyons assis. Ses mains, marquées par le temps et le travail, tremblaient légèrement. Moi aussi, j'espérais que non, ai-je avoué. Cela aurait signifié que tout allait bien. Bernard a étudié mon visage. Mais ce n'est pas le cas. Non. Il a fait signe à une jeune serveuse qui a apporté 2 cafés sans avoir besoin de commande. Certains rituels ne changent jamais à Paris. C'est à propos de Thomas, n'est-ce pas, a demandé Bernard, après une gorgée de café. Oui. J'ai regardé la boisson fumante devant moi. Il est en train de divorcer. Il est devenu quelqu'un que je ne reconnais pas. Comme son père, a murmuré Bernard. Non. Ma réponse a été plus brusque que prévu. Il n'est pas comme Philippe. Il est... Thomas est bon, au fond. Il a juste perdu son chemin. Bernard a acquiescé, sans conviction.
Et tu crois que la vérité l'aidera à retrouver ce chemin? C'était la question que je me posais depuis des jours. La vérité? Ce secret soigneusement gardé pourrait guérir ou détruire ce qui restait de ma relation avec mon fils. Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je sais que continuer comme nous sommes n'est pas une option. Bernard s'est levé, allant jusqu'au comptoir. Il est revenu avec une petite boîte en bois sombre, usée par le temps. Il l'a posée sur la table entre nous. Je l'ai gardée comme promis, a-t-il dit. Je ne l'ai jamais ouverte. Mes mains tremblaient en prenant la boîte. Le poids des souvenirs était presque tangible. Merci, Bernard. Pour tout. Il a couvert ma main de la sienne. Que vas-tu faire maintenant? Ce que j'aurais dû faire il y a longtemps, ai-je répondu, rangeant la boîte dans mon sac. Dire la vérité. Quand j'ai quitté le café, le soleil commençait à se coucher, peignant les cieux de Paris de teintes orange et rose. Si beau et si mélancolique. Comme la vie. Je suis rentré chez moi par un chemin plus long, essayant d'organiser mes pensées. En arrivant à mon immeuble, j'ai remarqué quelque chose d'inattendu, la voiture de Thomas était toujours garée dans la rue. Il était resté tout ce temps? J'ai monté les escaliers lentement, mes genoux protestant à chaque marche. La porte de l'appartement était entr'ouverte. Je suis entré silencieusement. Thomas était assis sur le canapé, exactement où je l'avais laissé. Les albums photos encore ouverts autour de lui. Mais il y avait quelque chose de différent, ses yeux rougis, le nœud de sa cravate défait, la veste jetée de côté. Et dans ses mains? Mon cœur s'est arrêté. Dans ses mains se trouvait la lettre. La lettre que je gardais cachée dans le tiroir de ma commode, sous des foulards et des chaussettes, depuis plus de 4 décennies. Tu as fouillé dans mes affaires, ai-je dit, non comme une accusation, mais comme une constatation. Thomas a levé les yeux. Il y avait quelque chose de brisé dans son regard. Je cherchais les documents que tu as mentionnés. J'ai trouvé ça. Il tenait l'enveloppe jaunie avec précaution, comme si c'était quelque chose de fragile et précieux. C'est de lui, n'est-ce pas? De mon père. Je me suis assise lourdement dans le fauteuil en face de lui. Oui. Tu as dit qu'il n'avait jamais écrit, qu'il n'avait jamais essayé de prendre contact. Et il ne l'a pas fait. Pas comme un père aurait dû. J'ai respiré profondément. Cette lettre est arrivée quand tu avais 5 ans. 2 ans après son départ. Thomas semblait faire des calculs mentaux. Oui. Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit? La question flottait dans l'air entre nous. Pourquoi ne l'ai-je jamais dit? Les raisons me paraissaient si claires pendant des décennies, mais maintenant, face au regard blessé de mon fils, elles semblaient insuffisantes. Au début, pour te protéger, ai-je commencé lentement. Ensuite, par honte. Honte. Thomas a froncé les sourcils. De quoi? De ne pas être suffisante. Ma voix est sortie comme un murmure. Que tu puisses le préférer à moi, si tu savais. Thomas a regardé la lettre puis moi. Tu l'as lue? Plusieurs fois. Je connais chaque mot par cœur. Il voulait revenir? La question est sortie chargée d'un espoir enfantin qui m'a brisé le cœur. Même après tout ça, même à 42 ans, une partie de Thomas était encore ce petit garçon attendant le retour de son père. Pas exactement, ai-je répondu avec précaution. Il était en train de s'expliquer. De justifier l'abandon. Pourquoi l'as-tu gardé, alors? Si ce n'était que des excuses? J'ai ouvert mon sac et sorti la petite boîte en bois que Bernard m'avait remise. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'excuses. Il s'agissait de vérités que je pensais que tu n'étais pas prêt à entendre. Des vérités que j'avais moi-même du mal à affronter. J'ai posé la boîte sur la table basse, entre nous. Qu'est-ce que c'est? A demandé Thomas. L'autre partie de l'histoire. La partie que même ton père ne connaissait pas complètement. Thomas a regardé la boîte puis la lettre dans ses mains, clairement partagé entre lire d'abord les mots de son père ou découvrir mon secret. Finalement, il a déplié la lettre. J'ai observé son visage pendant qu'il lisait.
J'ai vu la confusion, la douleur, la colère passer dans ses yeux. Quand il a terminé, il était pâle. Il dit ici que... Thomas s'est arrêté, déglutissant. Il dit que tu lui as caché quelque chose. Quelque chose qui aurait tout changé. J'ai pris la petite boîte en bois et l'ai ouverte délicatement. À l'intérieur se trouvait une liasse de lettres jaunies, de vieilles photographies et un petit objet enveloppé dans de la soie. Tu n'as jamais connu mes parents, ai-je commencé. Ils sont morts avant ta naissance, ou c'est ce que je t'ai dit. Thomas s'est penché en avant, attentif. La vérité est que mon père est bien mort. Mais ma mère... J'ai sorti l'une des photographies. Une femme aux cheveux foncés, avec des yeux intensément bleus, les mêmes yeux que Thomas. Ma mère vivait dans une institution en périphérie de Paris. Elle avait ce qu'on appelait à l'époque des problèmes nerveux. Tu n'en as jamais parlé. Non. C'était un secret de famille. Quelque chose de honteux pour cette époque. Je lui ai montré une autre photo. Moi, adolescente, aux côtés de cette même femme, maintenant plus âgée, dans un jardin entouré de hauts murs. Je lui rendais visite secrètement, 2 fois par mois. Peu de gens le savaient, seulement Bernard, que tu viens de voir sur l'une des vieilles photos. Il m'emmenait en voiture quand je n'avais pas l'âge de conduire. Bernard ? Thomas a regardé l'une des photos de l'album. L'homme à côté de toi sur la photo de ta remise de diplôme ? J'ai toujours pensé que c'était un oncle ou quelque chose comme ça. Il était un ami. Un bon ami. Ma voix s'est adoucie en mentionnant Bernard. Il m'a aidé dans les moments les plus difficiles. Y compris quand j'ai découvert que j'étais enceinte. Thomas a froncé les sourcils. Quel rapport avec le départ de mon père ? J'ai respiré profondément. Quand j'ai rencontré ton père, Philippe, je connaissais déjà les problèmes de ma mère. Les médecins m'avaient expliqué que sa condition, la schizophrénie, pouvait être héréditaire. Il y avait une chance que je la développe plus tard. Et une chance que je la transmette à mes enfants. Thomas a pâli. Philippe venait d'une famille traditionnelle. Il m'aimait bien, mais quand je lui ai parlé de ma mère, avant notre mariage, il a hésité. Ses parents étaient contre notre mariage à cause de cela. Mais il a dit qu'il m'aimait assez pour prendre le risque. J'ai pris le petit objet enveloppé dans de la soie et l'ai déballé soigneusement. C'était un bracelet d'identification médicale. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, j'ai décidé de faire des tests. Je voulais savoir si je t'avais transmis une prédisposition. Les larmes ont commencé à se former dans mes yeux. Les résultats étaient non concluants. Mais il y avait des indicateurs de risque. Et tu l'as dit à mon père, a déduit Thomas, sa voix presque un murmure. Non. Le mot est resté suspendu entre nous comme une confession. Je ne l'ai pas fait. Thomas s'est adossé, abasourdi. Pourquoi ? La peur, ai-je simplement admis. Peur qu'il exige que j'interrompe la grossesse. Peur de vous perdre tous les deux. Alors j'ai gardé les résultats pour moi seul. Mais il l'a découvert, a dit Thomas, regardant la lettre. Partiellement. Quand tu avais presque 3 ans, tu as eu une forte fièvre, des convulsions. À l'hôpital, un médecin qui connaissait mon histoire familiale a posé des questions, a mentionné la possibilité de tests neurologiques préventifs. Philippe a entendu une partie de la conversation, a exigé des explications. J'ai montré une autre lettre de l'alias. J'avais écrit ceci pour lui, expliquant tout, mais je n'ai jamais eu le courage de la lui remettre. Il l'a trouvée dans mes affaires ce soir-là. Et c'est pour ça qu'il est parti ? À cause d'une possibilité ? À cause du mensonge, Thomas. Parce que j'ai caché quelque chose de crucial. Les larmes coulaient maintenant librement sur mon visage. Il a dit qu'il ne pouvait pas me faire confiance. Que je l'avais trompé sur quelque chose de fondamental. Qu'il avait peur de ce qui pourrait arriver. Thomas a regardé toutes les preuves étalées entre nous, les photos, les lettres, le bracelet médical. Alors, dans la lettre, il a de nouveau regardé le papier dans ses mains.
Quand il dit qu'il ne pouvait pas vivre avec l'incertitude et la peur de ce qui pourrait arriver, il ne parlait pas de difficultés financières ou de responsabilités. Non. Il parlait de la peur que tu développes la maladie de ma mère. Que je la développe aussi. Thomas a passé sa main dans ses cheveux, un geste qui me rappelait tellement Philippe que ça faisait mal. Et les tests? Qu'est-il arrivé à ces soi-disant indicateurs de risque? J'ai refait les tests plusieurs fois au fil des ans, secrètement. J'ai observé chaque étape de ton développement avec terreur et espoir. Quand tu as passé l'adolescence sans signe, j'ai respiré plus facilement. Quand tu as dépassé la trentaine, encore plus. Et je n'ai jamais rien su de tout ça. Je ne voulais pas que tu vives avec cette peur, Thomas. Je ne voulais pas que tu portes ce fardeau. Nous sommes restés silencieux pendant un long moment. L'appartement semblait vibrer avec les vérités enfin révélées. Et mon père? Il n'a plus jamais essayé de prendre contact après cette lettre? Pas directement. J'ai hésité. Mais Bernard m'a dit qu'il demandait de tes nouvelles. Ta santé, ton développement. Bernard était le seul lien que nous conservions. Thomas s'est levé brusquement, marchant jusqu'à la fenêtre. La nuit était tombée sur Paris, les lumières de la ville brillant comme des étoiles terrestres. Toutes ces années, a-t-il finalement dit, sa voix contenue. Toutes ces années à penser que mon père était un monstre qui nous avait abandonnés sans raison. À le haïr. Et maintenant, il s'est tourné vers moi. Je ne dis pas que ce qu'il a fait était juste. Fuir n'est jamais la réponse. Mais je comprends sa peur maintenant. J'ai lentement acquiescé. La peur fait des choses étranges aux gens. Elle les fait mentir, fuir, verrouiller des portes. Nos regards se sont croisés, une compréhension silencieuse passant entre nous. Alors, a dit Thomas, revenant s'asseoir. Bernard. Il savait tout ça. Oui. Bernard était... J'ai hésité, cherchant les mots justes. Il était plus qu'un ami, Thomas. Après le départ de ton père, Bernard a été là pour nous. Il voulait faire partie de notre vie de façon plus permanente. Vous avez eu une relation? Les yeux de Thomas se sont légèrement écarquillés. Pendant un temps. Il m'a demandé en mariage quand tu avais 7 ans. J'ai souri au souvenir. Il a dit qu'il nous aimait tous les deux, qu'il voulait être un père pour toi. Et pourquoi cela ne s'est-il pas produit? Il semble avoir été. Thomas a hésité. Un homme bien. Il l'était. Il l'est. Mais j'avais tellement peur, Thomas. Peur que l'histoire se répète. Qu'un jour, lui aussi découvre qu'il ne pouvait pas gérer l'incertitude de notre situation. Alors, je l'ai éloigné. Le regret était évident dans ma voix. Une autre peur qui a façonné nos vies. Thomas a absorbé tout cela en silence, comme s'il réorganisait tout le puzzle de notre histoire avec les nouvelles pièces que je venais de fournir. Alors, toute notre vie. Il a vaguement fait un geste vers l'appartement, vers les albums. A été construite sur ce secret? Sur cette peur? Pas entièrement, ai-je doucement protesté. L'amour était réel, Thomas. Chaque sacrifice, chaque nuit blanche, chaque moment de joie partagée. C'était réel. Mais cela aurait pu être différent, a-t-il insisté. Nous aurions pu avoir de l'aide. J'aurais pu connaître mon père, ou Bernard aurait pu être un père pour moi. Tu n'aurais pas eu à travailler jusqu'à l'épuisement, seul. Peut-être ai-je convenu. Mais nous ne pouvons pas refaire le passé. Nous pouvons seulement décider quoi faire du présent. Thomas a regardé la lettre dans ses mains, la boîte de souvenirs, moi. Pourquoi me racontes-tu tout cela maintenant, a-t-il finalement demandé. Je me suis levé, sentant chaque année de mes 69 ans dans mes articulations douloureuses. Parce que quand tu as prononcé ces mots, si tu veux manger, travaille, j'ai réalisé que j'avais commis la même erreur à nouveau. Je t'ai caché non seulement le passé, mais aussi mon présent. Ma vulnérabilité. Mon besoin. Par fierté, par peur, par habitude. Je me suis approché, m'asseyant à côté de lui sur le canapé.
Et parce que je ne veux pas que tu répètes mes erreurs, Thomas. Je ne veux pas que la peur et la fierté te fassent verrouiller des portes importantes dans ta vie. Comme avec Sophie. Sa voix s'est brisée en mentionnant sa femme. C'est à propos de Sophie? Le divorce, ai-je doucement demandé. Thomas a baissé les yeux. Elle voulait des enfants. Je reporte depuis des années, avec des excuses sur la carrière, l'argent, le bon moment. Mais la vraie raison? La peur, a-t-il admis, le mot sortant comme une confession. J'ai toujours eu ces cauchemars, depuis l'enfance, à propos d'un père abandonnant sa famille. Je n'ai jamais complètement compris pourquoi, mais je savais que cela avait quelque chose à voir avec mon propre père. Maintenant tu comprends ce qu'il y avait derrière, ai-je complété. La peur de l'inconnu, de l'histoire qui se répète. Sophie a dit qu'elle ne pouvait plus attendre. Que je ne serais jamais prêt. Il a dégluti. Elle a raison. J'ai vécu prisonnier d'une peur que je ne comprenais même pas totalement. J'ai pris ses mains dans les miennes. Des mains qui un jour étaient si petites qu'elles tenaient entièrement dans mes paumes. Maintenant, grandes, fortes, mais portant encore des blessures invisibles. Il n'est jamais trop tard pour changer, Thomas. Pour ouvrir des portes qui ont été verrouillées. Son regard a rencontré le mien, une question silencieuse flottant entre nous. Il est encore temps, a-t-il finalement demandé. Pour Sophie, pour tout. Cela, toi seul peux le découvrir, ai-je répondu. Mais je sais que verrouiller des portes est rarement la réponse. Thomas a regardé les mains qui tenaient les siennes, des mains vieillies, marquées par le temps et le travail. La compréhension arrivant enfin dans son regard. Maman, à propos de ce que j'ai dit, sur le fait que tu devrais travailler si tu voulais manger. La honte colorait sa voix. J'ai été cruelle. Injuste. Tu as travaillé toute ta vie pour moi. Et tu as travaillé dur pour arriver où tu es, ai-je répondu. Tu as juste oublié que personne ne fait le voyage complètement seul. Le silence qui a suivi était différent des précédents. Il n'était pas chargé de ressentiments ou de secrets, mais de possibilités. De portes lentement déverrouillées. Ce que ni l'un ni l'autre ne savions à ce moment-là, c'était comment cette révélation changerait non seulement notre relation, mais aussi le cours de nos vies dans les mois suivants. Comment un secret révélé pourrait ouvrir des chemins qui semblaient définitivement fermés. 6 mois se sont écoulés depuis la nuit des révélations. L'hiver parisien a cédé la place à un printemps timide, puis à un été qui maintenant nous quittait avec des jours de plus en plus courts. Mon petit appartement dans le 18e arrondissement ne semblait plus le même. Les rideaux décolorés avaient été remplacés par des neufs, dans une douce teinte de bleu qui s'accordait avec le ciel de Paris les beaux jours. Le canapé usé avait laissé place à un nouveau, pas luxueux, mais confortable et digne. Sur le mur, où il n'y avait auparavant que des taches d'humidité, étaient maintenant encadrées quelques-unes des photos des vieux albums. Mais ce ne sont pas seulement les changements physiques qui ont transformé l'espace. C'est ce qui s'est passé entre ces murs, et plus important encore, à l'intérieur de nos cœurs. La sonnette a retenti exactement à 18 heures. Ponctuelle comme toujours. Tu peux ouvrir, maman, a appelé Thomas depuis la cuisine, où il finalisait le dîner. Mes mains sont occupées avec la sauce. J'ai souri, m'habituant encore à cette nouvelle réalité, mon fils cuisinant dans ma maison, préoccupé par des détails comme la texture parfaite d'une sauce béarnaise. J'ai marché jusqu'à la porte, les médicaments pour l'arthrite que je pouvais maintenant acheter régulièrement rendant le trajet moins douloureux. J'ai ouvert la porte, et ils étaient là. Bernard, tenant un bouquet de lys blancs, mes préférés, comme il s'en souvenait après tant d'années. Et à ses côtés, Sophie, portant une bouteille de vin et un sourire hésitant. Jeanne, a dit Bernard, se penchant pour embrasser mes joues à la française. Tu es radieuse. Menteur charmant, ai-je répondu, mais la chaleur sur mon visage trahissait mon plaisir face au compliment. Sophie m'a étreinte, le geste plus retenu, naviguant encore dans les eaux incertaines de notre relation reconstruite. J'ai apporté ce Bordeaux que tu as aimé la dernière fois, a-t-elle dit. Entrez, ai-je invité, leur cédant le passage.
Thomas est en train de terminer le dîner. Tandis que Bernard accrochait son manteau, j'ai remarqué comment ses yeux parcouraient l'appartement, notant les changements, approuvant d'un léger signe de tête. À 72 ans, il conservait la posture droite et le regard vif qu'il avait toujours eu, juste quelques rides de plus marquant son visage. Quelque chose sent merveilleusement bon, a-t-il commenté, se dirigeant vers la cuisine. Thomas en est sorti, s'essuyant les mains sur un torchon, le visage illuminé en voyant les visiteurs. Bernard, juste à temps. J'ai besoin de ton avis sur la sauce. Les deux hommes ont disparu dans la cuisine, s'engageant immédiatement dans une discussion sur la quantité idéale d'estragon. Sophie et moi avons échangé des regards, une compréhension partagée passant entre nous. Ça me surprend encore, a-t-elle admis, posant le vin sur la table déjà dressée pour 4 personnes. Voir Thomas ainsi, si différent. Il a toujours eu cela en lui, ai-je répondu, arrangeant les couverts en argent qui avaient appartenu à ma mère, un autre trésor familial qui était enfin sorti de sa cachette. Il avait juste besoin de retrouver son chemin. Sophie a acquiescé, une ombre d'émotion passant sur son visage. Les derniers mois n'avaient été faciles pour aucun de nous, surtout pour elle. La procédure de divorce avait été suspendue, mais la confiance brisée ne se reconstruisait pas du jour au lendemain. Comment se passe le traitement, ai-je doucement demandé, me référant aux séances de fertilité que Sophie avait commencées. Éprouvant, a-t-elle admis. Mais les médecins sont optimistes. Son regard a rencontré le mien, intense. Merci, Jeanne. Pour tout. Je savais à quoi elle faisait référence. Après les révélations de cette nuit fatidique, Thomas avait finalement affronté ses peurs. Il avait cherché les meilleurs spécialistes en génétique, fait des tests complets, étudié à fond la condition de ma mère et les risques réels, pas les fantômes amplifiés par la peur de transmission héréditaire. Les résultats avaient été libérateurs. Bien qu'il existât un risque légèrement plus élevé que dans la population générale, ce n'était pas le spectre terrifiant qui avait hanté 3 générations de notre famille. Connaître la vérité, l'affronter directement, avait finalement brisé le cycle de peur que Philippe avait initié en fuyant, que j'avais perpétué en cachant, et que Thomas avait presque continué. Je n'ai rien fait d'autre que révéler des vérités qui auraient dû être dites il y a longtemps, ai-je répondu. Thomas et Bernard sont revenus de la cuisine, apportant des plats fumants. L'arôme du poulet à la sauce au vin blanc, des pommes de terre dorées et des légumes grillés a rempli le petit appartement. Mesdames, a annoncé Thomas avec une révérence théâtrale, le dîner est servi. Nous nous sommes assis tous les 4 à table, une configuration qui, 6 mois plus tôt, aurait semblé impossible. Une ex-épouse en processus de réconciliation. Un fils qui était passé d'exécutif froid à un homme redécouvert. Un vieil ami qui était maintenant de retour dans ma vie. Et moi, une personne âgée qui avait finalement appris que la vraie force ne consiste pas à porter des fardeaux seuls, mais à avoir le courage de les partager. Bernard a levé son verre de vin. Un toast a-t-il proposé, aux portes déverrouillées. Nous avons tous levé nos verres, le cristal tintant doucement. À la vérité, a ajouté Thomas, son regard rencontrant le mien par-dessus la table. À la famille, a complété Sophie, sa main libre trouvant celle de Thomas. Au recommencement, ai-je conclu, ressentant une paix que je ne connaissais pas depuis des décennies. Pendant que nous dînions, les histoires coulaient aussi naturellement que le vin. Bernard a raconté ses années à gérer le Petit Bleu, comment il gardait toujours un œil sur la porte, espérant que je réapparaisse. Thomas et Sophie ont partagé des nouvelles de leur thérapie de couple, de leurs plans prudents pour l'avenir. Nous pensons déménager, a annoncé Thomas après le dessert, une tarte tatin que Bernard avait apportée de sa boulangerie préférée. Pour quelque chose de plus petit, plus près d'ici. Cette villa n'a jamais été vraiment un foyer, a ajouté Sophie. C'était plus un trophée. Thomas a acquiescé, admettant la vérité de cette observation. J'ai également réduit ma charge de travail. Délégué davantage. C'est étrange, mais depuis que j'ai commencé à le faire, les résultats de l'équipe se sont améliorés. Il a souri ironiquement. Il semble que j'étais une partie du problème. Reconnaître cela est déjà la moitié de la solution, a dit sagement Bernard.
Sophie a regardé sa montre. Il se fait tard. J'ai une consultation médicale tôt demain. Alors que tout le monde se levait pour les adieux, Thomas s'est approché de moi. J'ai presque oublié, a-t-il dit, sortant une enveloppe de sa poche. C'est arrivé aujourd'hui. J'ai regardé l'enveloppe, reconnaissant le timbre officiel de la Sécurité sociale française. Ouvre, m'a encouragé Thomas. Avec des doigts légèrement tremblants, j'ai ouvert l'enveloppe. C'était la confirmation de l'ajustement de ma pension, un supplément spécial pour les personnes âgées avec un historique médical prouvé. Le montant était presque le double de ce que je recevais auparavant. Comment? J'ai regardé mon fils, confuse. J'ai découvert que tu avais droit à cette prestation depuis des années, a-t-il expliqué. Mais tu ne l'as jamais demandé. Il fallait juste la bonne documentation et quelques contacts au bon endroit. Et moi qui pensais que tes contacts ne servaient qu'à conclure des affaires, ai-je taquiné, ému. Je découvre de nouvelles utilisations pour eux. Son sourire était sincère, ouvert. Ce n'est pas beaucoup, mais avec ce que nous avons convenu, cela devrait te donner confort et indépendance. J'ai serré le papier contre ma poitrine. Indépendance. Quel mot puissant. Ne pas avoir à choisir entre médicaments et nourriture. Ne pas devoir économiser chaque centime. Ne pas ressentir le poids écrasant de l'insécurité financière. Merci, ai-je dit simplement, sachant qu'il comprendrait toute l'étendue de cette gratitude. Après le départ de Thomas et Sophie, Bernard est resté pour aider au nettoyage. Nous avons travaillé côte à côte dans la petite cuisine, dans une danse familière qui semblait ne pas avoir été interrompue depuis 40 ans. Ils vont y arriver, ai-je demandé, en rangeant les assiettes. Thomas et Sophie? Bernard a réfléchi à la question tout en séchant un plat. Je crois que oui. Ils ont quelque chose que nous n'avons pas eu, Jeanne. Quoi donc? La vérité. Dès le début. Il a posé le plat dans l'armoire, sa main effleurant légèrement la mienne. Ça fait toute la différence. Nos regards se sont croisés, des décennies de « et si » flottant silencieusement entre nous. Nous pouvons encore avoir cela, tu sais, a-t-il dit doucement. La vérité. Un nouveau départ. J'ai regardé cet homme qui avait attendu patiemment si longtemps. Qui ne m'avait jamais blâmé de l'avoir éloigné. Qui était ici maintenant, offrant une chance de plus. J'ai peur, Bernard, ai-je admis. J'ai 69 ans. C'est trop tard pour les nouveaux départs. Il a souri, ce sourire qui avait toujours réchauffé mon cœur. Jeanne Bettencourt, tu viens de passer 6 mois à te prouver à toi-même et à tous ceux qui t'entourent qu'il n'est jamais trop tard pour déverrouiller des portes. J'ai ri, me sentant étrangement jeune malgré les rides, les douleurs, les années. Tu as toujours eu réponse à tout. Pas toujours, a-t-il corrigé. J'ai passé 40 ans à chercher la réponse à une seule question. Et quelle est cette question? Si un jour tu me laisserais entrer à nouveau. La simplicité de la question, l'honnêteté vulnérable dans ses yeux, ont touché quelque chose de profond en moi. Toute une vie à tenir les gens à distance, à me protéger derrière des portes verrouillées, semblait soudainement épuisante et inutile. La porte est ouverte, Bernard, ai-je doucement répondu. Elle l'a été depuis que tu es apparu à ce dîner, il y a 3 mois. Il a pris mes mains dans les siennes, nos doigts s'entremêlant comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Allons-y doucement, a-t-il promis. Un jour à la fois. Ça, je peux le faire, ai-je accepté avec un sourire. Plus tard, après que Bernard soit parti avec la promesse d'une promenade au jardin du Luxembourg le lendemain, je me suis assise à nouveau sur le canapé. La maison était silencieuse, mais pas de la manière oppressante d'avant. C'était une quiétude confortable, paisible. J'ai pris le téléphone et appelé Thomas, comme je le faisais presque tous les soirs depuis ces derniers mois. « Maman » a-t-il répondu, le ton inquiet. « Tout va bien ?»« Tout va très bien » ai-je assuré. « Je voulais juste dire que, je suis fière de toi, Thomas. De l'homme que tu es devenu. De l'homme que tu as toujours été, sous tout le reste. » Un bref silence à l'autre bout de la ligne, puis « Merci, maman. »
Ça signifie beaucoup. Et Thomas? Oui. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. Même quand les portes étaient verrouillées. J'ai entendu sa respiration émue. Je t'aime aussi, maman. Bonne nuit. Bonne nuit, mon fils. J'ai raccroché le téléphone et regardé autour de moi, vers l'appartement qui ressemblait maintenant vraiment à un foyer. Vers les photographies qui racontaient l'histoire de notre famille, pas seulement les belles parties, mais toute l'histoire, avec ses imperfections et ses vérités difficiles. Si quelqu'un m'avait dit, cette nuit où j'ai verrouillé la porte à mon fils, que 6 mois plus tard nous en serions là, je ne l'aurais pas cru. Mais peut-être est-ce le vrai miracle des portes verrouillées, quand nous trouvons enfin le courage de les ouvrir, nous ne savons jamais quelles merveilles peuvent entrer. Cette nuit-là, quand Thomas a dit « si tu veux manger, travaille », il n'imaginait pas que ces paroles cruelles seraient le catalyseur d'une transformation si profonde. Que la porte verrouillée qu'il a trouvée ne serait pas la fin, mais le début d'un voyage de rédemption. Parfois, il faut perdre l'accès à quelque chose de précieux pour en réaliser la vraie valeur. Parfois, il faut affronter l'obscurité pour apprécier la lumière. Et parfois, il faut qu'une porte se ferme pour que beaucoup d'autres s'ouvrent. Alors que je me préparais à dormir cette nuit-là, j'ai pensé à toutes les mères qui, comme moi, ont porté des fardeaux seules. Qui ont verrouillé des portes par peur, par fierté, par amour mal dirigé. Et j'ai pensé à tous les fils qui, comme Thomas, ont perdu leur chemin, oubliant les mains qui les ont guidés lors de leurs premiers pas. Mon histoire n'est pas unique. C'est l'histoire des familles partout. De secrets gardés trop longtemps. De vérités qui, une fois enfin révélées, ont le pouvoir de guérir des blessures que nous pensions éternelles. Et s'il y a une leçon à tirer de tout cela, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour déverrouiller une porte. Il n'est jamais trop tard pour la vérité. Il n'est jamais trop tard pour l'amour. Parce que l'amour véritable, comme je l'ai découvert à 69 ans, ne connaît pas de verrou qui puisse le contenir très longtemps. Mes chers, ici Jeanne qui vous parle directement. À 69 ans, j'ai appris que le silence peut être aussi destructeur que les mots cruels. Combien d'entre vous ont enfermé leur douleur, leur déception, leurs regrets dans les pièces sombres de leur cœur? Combien portent le poids de relations brisées avec leurs enfants, leurs parents, croyant qu'il est trop tard pour réparer? Peut-être que vous êtes comme moi, une mère qui a tout donné pour ses enfants, pour entendre un jour, « Si tu veux manger, travaille ». Ou peut-être êtes-vous comme Thomas, un fils qui a oublié les sacrifices silencieux qui ont façonné sa vie. Peu importe de quel côté de cette porte vous vous trouvez, sachez qu'elle n'a pas besoin de rester fermée. Si cette histoire a réveillé des émotions que vous pensiez endormies, si elle a fait couler des larmes que vous croyiez avoir épuisées, partagez votre expérience dans les commentaires. Il y a ici toute une communauté de personnes qui, comme vous, connaissent la douleur des portes fermées et la libération de les voir enfin s'ouvrir. Vos mots peuvent être la clé que quelqu'un attend. Abonnez-vous à cette chaîne. Je vous le demande non seulement en tant que Jeanne, personnage de cette histoire, mais en tant que femme qui sait à quel point ces récits d'espoir sont nécessaires dans nos vies. À chaque nouvel abonnement, plus de personnes comme nous peuvent entendre que le passé ne dicte pas notre avenir, que le pardon est encore possible, que l'amour peut fleurir même sur les terrains les plus arides. À 60, 70, 80 ans, ce n'est pas la fin de notre histoire, c'est le début d'un nouveau chapitre. Un chapitre où la sagesse de l'âge nous permet de voir que les portes que nous avons fermées sont peut-être celles que nous devons rouvrir. À notre prochaine histoire, de tout mon cœur, Jeanne.